Retour à l'essentiel, on va plus loin avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une sur les matières premières et pose cette question: l'Afrique est-elle incontournable? Voilà, c'est le numéro du mois de mars en vente dans les kiosques et sur Internet. Exactement. Face à vous, Florent Rodeau de la rédaction de France 24. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Au sommaire, 2 mois après la finale disputée à Rabat, la Confédération africaine de football l'annonce, le Maroc est finalement sacré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, décision qui dépossède donc le Sénégal de son titre. Vive réaction, vous le verrez dans un instant à Dakar. L'Iran, de son côté, perd plusieurs de ses dirigeants ces dernières heures, victimes d'assassinats ciblés par Israël. Le ministre du Renseignement, Esmaïl Khatib, succombe après Ali Larijani hier, le chef du renseignement iranien, dont les funérailles avaient lieu ce mercredi. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est donc un coup de théâtre, un de plus, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait déjà vu, voilà 2 mois, l'équipe du Sénégal quitter, puis regagner le terrain pour finir par marquer et l'emporter aux prolongations sur le Maroc. Le pays hôte de la compétition se voit finalement attribuer le titre sur décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Une sanction sans précédent et qui scandalise le Sénégal. Elimane Dao, vous êtes en direct de Dakar pour France 24. La Fédération sénégalaise de football a annoncé un recours devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, tandis que les autorités sénégalaises, elles, réclament une enquête internationale pour soupçon de corruption. Écoutez, oui, beaucoup de réactions de la part des autorités sportives et gouvernementales. La Fédération sénégalaise de football avait déjà publié une vidéo juste après l'annonce de cette décision du jury disciplinaire de la CAF, montrant les scènes de liesse dans les rues de Dakar 2 mois plus tard, 2 mois après cette victoire du Sénégal sur le terrain, on va dire, de la Coupe d'Afrique des Nations, avant de publier un communiqué dans lequel la Fédération dit, je cite, « dénoncer une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain ». La Fédération sénégalaise de football a par la suite, sur ses réseaux sociaux, annoncé même la prochaine échéance du Sénégal, c'est-à-dire le match qui se déroulera au Stade de France dans 10 jours face au Pérou, le rendez-vous des champions d'Afrique, pour dire tout simplement que les autorités sportives sénégalaises persistent et signe que le Sénégal, selon ses autorités, est toujours champion d'Afrique. Et le gouvernement est un peu dans la même dynamique, en publiant également un communiqué beaucoup plus ferme. Le gouvernement dit dans son communiqué que la décision, je cite, inédite d'une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive. Le gouvernement a même sollicité une enquête internationale et impartiale pour des soupçons de corruption. Pour vous dire le ton actuellement au Sénégal, les Sénégalais quand même en bloc derrière leur équipe, derrière les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui ont été nombreux à poster sur les réseaux sociaux des images avec la médaille qui leur a été donnée après cette victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi avec le trophée qui leur a été remis par Patrice Motsepe, le président de la CAF, et Gianni Infantino, le président de la FIFA. Merci Elimane Dao. On voit sur ces images à la fois les scènes de victoire et de liesse qui avaient accompagné le retour des Lions de la Teranga à Dakar il y a 2 mois. L'ancien entraîneur français Claude Leroy, lui qui a dirigé 6 sélections africaines, dénonce les fondements même de cette décision. C'était sur l'antenne de France 24. Écoutez. On voit comment cette confédération africaine de football navigue à vue, sans aucune idée, sans aucune perspective, au hasard des influences et quelquefois des émotions. Donc c'est pas un but qui a été refusé, mais c'était un arbitre qui avait sifflé trop vite. Le but ne pouvait pas être accordé puisque l'action avait été arrêtée avant même que le but soit marqué. Donc il n'y a jamais eu un but refusé, il y a eu un coup de sifflet trop intempestif de l'arbitre, puis après on peut discuter sur le pénalty. Et le problème n'est pas là, c'est qu'il y a eu une première erreur de Papio, qui est quelqu'un d'une grande qualité, mais qui est un peu pris dans l'émotion pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avait demandé à ses joueurs de partir, et ça aurait été terrible comme conséquence, parce que peut-être qu'il n'aurait pas pu faire la Coupe du Monde, le Sénégal derrière, donc il fallait vite réagir pour que les joueurs reviennent. Mais cette décision prise 2 mois après aujourd'hui est absolument honteuse, parce que ça abîme encore un petit peu plus l'image de ce continent, alors que les Marocains avaient organisé
une très belle Coupe d'Afrique des Nations, vraiment dans des conditions parfaites. Ça a été bousillé par ce dernier quart d'heure dans un premier temps. Tout était revenu dans l'ordre. Mais là, ils mettent encore un petit peu de mal sur la plaie qui est cicatrisée petit à petit, la réouvre complètement. Et c'est terrible pour l'image du football africain. Voilà, alors si vous n'avez pas vu le match en question ou si vous l'avez en partie oublié, juste pour vous rafraîchir la mémoire à les faits qu'évoque Claude Leroy lors de cette finale chaotique, l'arbitre avait d'abord refusé un but au Sénégalais Ismaïla Sarr à la 92e minute. En cause à l'époque, c'était un contact entre Abdoulaye Seck et Achraf Hakimi. 2 minutes plus tard, ce même arbitre, avec l'aide de la VAR, accordait cette fois un penalty au Maroc pour un accrochage entre El Hadji Malick Diouf et Brahim Diaz. Plusieurs joueurs sénégalais quittaient alors le terrain sur ordre de leur entraîneur Pape Thiaw en signe de protestation. Des supporters d'ailleurs sénégalais tentaient d'envahir le terrain. Et puis, sous l'impulsion de Sadio Mané, conseillé d'ailleurs par Claude Leroy que vous venez d'entendre, les Sénégalais revenaient au bout d'une quinzaine de minutes sur la pelouse. L'ailier marocain Brahim Diaz manquait alors ce pénalty d'une Panenka intercepté par Edouard Mendy. Et puis, Pape Gueye ne manquait pas lui sa frappe avec l'aide de la transversale. Et à la 94e minute, marquait donc ce but de la victoire, pensait-on à l'époque, pour le Sénégal. C'était avant cette décision, aujourd'hui, du jury d'appel de la CAF qui décide donc de reconnaître la victoire du Maroc 3-0, pénalité donc infligée au Sénégal. Ziad Limam, cette décision, elle va avoir quelles conséquences? Est-ce qu'elle ternit l'image de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'elle ternit l'image de la CAF elle-même? Disons qu'on est dans une telle succession surréaliste que forcément le football africain en prend un coup, que la CAF en prend un coup. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est quand même la succession des événements. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas rentrer dans qui est corrompu, qui n'est pas corrompu, qui est ceci, qui est cela. La réalité, c'est que il y a eu d'abord ce match de dingue et ce quart d'heure de dingue. Il y a eu dans la plainte que les Marocains ont déposée, il y a des éléments factuels. Le fait que l'équipe sénégalaise est sortie tout ou partie du terrain. Donc là-dessus, il y a peut-être un argument. En tous les cas, c'est ce qu'ont dit les membres de cette jury d'appel. D'un autre côté, il y a une autre logique tout à fait opérationnelle qui est que le match s'est tenu, est allé jusqu'au bout. Donc il n'y a pas eu un abandon final. Il y a eu un match qui est heureux, puisque même les Marocains ont tiré un penalty qu'ils ont raté après la prolongation. Donc tout ça est assez dingue. Et avec des conséquences juridiques qu'on ne maîtrise pas très bien. On s'agite beaucoup sur rendre les médailles, mais pas rendre les médailles, mais ça va plus que ça. C'est-à-dire que c'est inscrit dans les palmarès officiels. C'est-à-dire que le Sénégal était censé représenter l'Afrique dans des compétitions interpays en tant que champion d'Afrique. Ça veut dire que les primes qui ont été distribuées par la CAF et par l'État du Sénégal, est-ce qu'il faut les rembourser? Ça veut dire que... Donc tout ça, c'est une succession de portes ouvertes vers des conflits interminables. Et je pense que finalement, en partie, les Sénégalais vont faire appel devant ce qui est quand même la juridiction un petit peu la plus élevée du système, qui est le tribunal arbitral du sport. Et ça va être intéressant parce que... en admettant que le TAS légitime la décision de la CAF, c'est aussi une jurisprudence qui va devenir intéressante. Parce que si un match peut être 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard remis en cause, il y avait beaucoup de blagues qui circulaient sur Internet. Aujourd'hui, moi, je dépose une plainte contre l'équipe d'Allemagne de 86. Voilà. Donc, je pense que tout ça est triste. D'autant plus que les Sénégalais avaient été quand même sanctionnés en première instance. Pas comme s'ils avaient été blanchis. Oui, enfin, il y a des sanctions individuelles, etc. Et puis, il y a la question des supporters aussi. Enfin, on en reparlera dans un deuxième temps, mais il y a la question géopolitique aussi qui se cale là-dessus. Alors, on va l'évoquer, mais le point de droit, pardonnez-moi, la question vous échoit, Florent Rodeau. Il n'y a pas de problème. Le jury d'appel, aujourd'hui, de la CAF s'appuie notamment sur un article 82 qui stipule, je le lis, je ne connaissais pas évidemment avant cet événement, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire ou quitte le terrain,
avant la fin réglementaire du match ou sans autorisation de l'arbitre, eh bien, elle sera considérée perdante et définitivement éliminée de la compétition en cours. On comprend donc que ce texte, en tout cas cette provision, s'applique au cas de figure que nous avons observé dans le cadre de ce match Sénégal-Maroc. Sauf que, côté sénégalais, on invoque un autre article, l'article 5 des lois du jeu, qui lui précise que les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu, notamment si un but a été marqué ou non, et le résultat du match sont définitifs. Autrement dit, c'est le coup de sifflet de l'arbitre qui vaut force de loi d'une certaine manière. Que s'est-il passé ? Ouais, c'est un peu la subtilité évidemment juridique de ce moment. On n'est pas en capacité évidemment d'apporter une réponse. Ce qui est sûr, c'est que cette décision sur la loi 82, elle est fondée. En fait, ce qui pose problème finalement, c'est le timing. Si on nous avait dit le soir de la finale, le jury d'appel de la CAF va se réunir dans la semaine. Attention, les Sénégalais vont peut-être perdre leur titre. En fait, ce qui choque aujourd'hui, ce séisme, ce tremblement de terre, c'est que ça arrive 2 mois après, sans la moindre nouvelle, et le match a repris. Vous avez raison. Pour moi, c'est l'élément principal. Si l'arbitre aurait pu arrêter le match et déclarer le Maroc vainqueur le soir même. Alors évidemment, on aurait imaginé la réaction des Sénégalais, mais ça aurait été fait finalement dans les règles de l'art. Pourquoi cette décision a été prise 2 mois après ? Le monde entier a vu que les Sénégalais étaient sortis du terrain. Pourquoi la CAF prend 2 mois pour prendre une décision aussi importante ? Y a-t-il eu des pressions ? Ziad l'évoquait Peut-être parce que tous les joueurs sénégalais n'étaient pas sortis du terrain. C'est ce qu'invoque d'ailleurs aujourd'hui le Sénégal pour dire vous ne pouvez pas considérer que toute l'équipe a déserté. Oui, c'est l'argument sénégalais. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas compté exactement, mais il m'a semblé qu'une grande partie de l'équipe était sortie. Vous avez eu raison de rappeler que c'était grâce à Claude Leroy que les joueurs sénégalais étaient rentrés sur le terrain. Il faut aussi dire que l'arbitre congolais de cette finale a été laissé tout seul. Aucun officiel n'est venu à ce moment-là l'épauler dans un moment assez critique. Il avait plutôt bien dirigé la finale, mais on sent bien que finalement il a été abandonné. Finalement, cette décision de la CAF, au passage pour lui, c'est un sacré désaveu. 2 mois après, votre décision de reprendre le match n'était pas justifiée. Et on serait curieux de connaître son rapport de match d'ailleurs, parce que c'est cela qui fait foi aussi sur sa décision ou non de laisser jouer et donc de laisser le cours du jeu décider du vainqueur. Ziad Limam. En fait, tout est juste. Et donc tout est faux. C'est-à-dire que l'article 5, oui, l'article 80 quelque chose, oui, l'arbitre, oui, le match continue, oui, mais il n'aurait pas dû continuer peut-être, oui, mais les Sénégalais gagnent sur le terrain, oui. C'est une appréciation des juges. Donc on a, c'est la dimension humaine finalement. On a une série de facteurs qui sont tous défendables, qui fabriquent une perfect storm, une tempête parfaite, qui est en plus magnifiée. Il faut se rappeler du moment, de l'époque. Parce que le foot est devenu un... on le sait, c'est presque une banalité de le dire, c'est devenu plus que le foot. C'est-à-dire une finale de Coupe d'Afrique peut parfaitement devenir un moment de très très grande tension. Il y a eu des exemples dans le passé, les finales de Coupe du Monde. Enfin, ça suppose beaucoup de discipline, beaucoup de j'allais dire, de sang-froid, parce qu'aujourd'hui, gagner, c'est devenu un élément de la puissance d'un pays, de son aura, etc. Donc là-dessus, on a tout. Après, encore une fois, il y a le droit, il y a l'opportunité, il y a le terrain. Donc moi, je pense que, excusez-moi de revenir là-dessus, quand on est coincé comme ça, il faut aller vers une juridiction supérieure qui, elle, est supposée avoir ce sang-froid et cette distance pour dire, moi, je pense que en tant que juridiction supérieure. Alors, ce qui s'est passé là semble totalement inédit. Il y a eu un précédent. On l'évoquait juste avant le début de cette émission, Florent Raudot. Vous avez fait les recherches. Oui, c'est en 2019, la finale de la Ligue des champions africaine. Le Wydad Casablanca est opposé à l'Espérance Tunis. Et les Marocains, déjà, quittent la pelouse après un arrêt de la VAR qui ne fonctionnait plus. Et ce sont les Tunisiens qui ont été déclarés vainqueurs sur tapis vert. Des défaites sur tapis vert, ça arrive souvent. Je repense au PSG dans les années 90 qui avait aligné Laurent Fournier en Coupe d'Europe. On s'est aperçu qu'il était suspendu. 3-0 sur tapis vert et le PSG avait gagné au retour, donc ça arrive. Par contre, à ce niveau de la compétition, en finale d'une compétition internationale, c'est ça qui choque aujourd'hui. Et puis le football, c'est un sport qu'on aime. Pourquoi ? Parce qu'il provoque des émotions. Aujourd'hui, quelle émotion pour les Marocains ? Gagner la CAN 2 mois après, ils ont été privés de leur liesse collective, ils n'ont a priori pas de médaille pour l'instant, pas de coupe. Gagner un titre continental après 50 ans d'attente, évidemment, ce sont des émotions, et ces émotions, de toute façon, les Marocains ne les auront pas. Donc c'est raté pour tout le monde, pour le Sénégal, pour le Maroc, et puis il y a un grand perdant, évidemment c'est le football, c'est le football africain également. Vous parliez des conséquences pour la CAF, il y a déjà des sponsors qui se posent des questions
au moment de sponsoriser justement la prochaine édition. Sponsoriser un tournoi où on n'est pas sûr que finalement le vainqueur sur le terrain sera respecté, c'est terrible. Et puis ce football africain, il était depuis plusieurs années en quête de respectabilité. Il a été longtemps méprisé par l'Europe, par d'autres continents qui hésitaient justement à libérer les joueurs au moment des tournois. Il y avait une édition 2024 en Côte d'Ivoire qui s'était super bien passée. En 2025, on arrive au Maroc. Les infrastructures, les stades, les pelouses, la qualité du jeu, tout était au rendez-vous. Et on a l'impression que le château de cartes s'est écroulé en une seule décision. Le football africain, à mon sens, a fait un bond en arrière de plusieurs années. Ziad Limam, on a beaucoup évoqué le lobbying du Maroc, qui ne s'en cache pas forcément au football, mais en général sur le continent africain ces dernières années. Est-ce que là, il ne va pas y avoir un retour de bâton tout de même ? Bon, d'abord, le lobbying, je ne sais pas de quoi on parle. Si c'est l'activité diplomatique du Maroc en Afrique, oui. Le Maroc, bon, après, c'est une longue histoire. Hein. C'est l'histoire du Sahara, c'est l'histoire du Polisario, il y a le retour à l'Union africaine, il y a le développement d'une politique économique aussi du Maroc vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, des liens très étroits, un roi qui est africanophile. Bon, donc, il y a tout ce statut. Et puis après, il y a les histoires à l'intérieur de la CAF qui sont, excusez-moi d'utiliser l'anglais, c'est la black box. C'est-à-dire personne ne sait exactement ce qui se passe, qui est quoi. J'ai vu qu'un officiel de la CAF était poursuivi en Suisse. Et puis, excusez-moi, on tape à bras raccourcis sur la CAF, pourquoi pas. Mais je veux dire, est-ce que la FIFA est beaucoup Gianni plus Infantino propre ? lui avait demandé des sanctions. Mais attendez, est-ce que la FIFA a été beaucoup plus propre dans toute sa vie ? Est-ce que les grands patrons de la FIFA ont tous été des modèles angéliques de bonne gestion ? Est-ce que l'UEFA, qui a quand même réglé des comptes assez saignants dans son temps, et tout ça aussi avec des... Je veux dire, on tombe souvent un peu facilement sur l'Afrique, sur ces questions d'organisation. Il y a aussi le fait que ces Coupes d'Afrique étaient relativement confidentielles jusqu'à il y a une dizaine d'années, et que maintenant elles sont diffusées dans le monde entier, que ça devient un moment du calendrier sportif, que ces grands joueurs africains sont dans des grands clubs européens, et donc ils ont de la pile. Donc il y avait un phénomène positif qui explose sur un match. Et je pense que ça aussi, c'est très important de le dire. Alors, c'est vrai qu'on est rentré dans une tragédie complète, que ça finira dans les larmes des uns ou des autres, qu'un juge finira par dire ceci ou cela, mais c'est un match. Alors, il se trouve que c'est la finale, mais c'est un match, c'est pas 150 matchs. Mais c'est la vitrine du football africain. Mais c'était c'était le dernier match, et encore une fois, des finales à couteau tiré. Je ne veux pas vous rappeler l'Argentine-France où les Français jusqu'à aujourd'hui aimeraient attraper le goal argentin et le mettre dans un frigidaire. Donc, je veux dire, France-Italie. France-Italie, la tête de Zidane. Ça arrive à ces niveaux d'intensité, c'est possible. Là, c'est la perfect storm parce que tout le monde a un petit peu raison, en fait. Je ne dis pas ça pour me défausser, mais tout le monde a un peu raison. Ouais. Ce qui alimente aussi la suspicion, le fait que le jury d'appel a révisé la suspension du Marocain Ismaël Sebari. Et ça, effectivement, ça alimente aussi la suspicion du côté des Sénégalais. Il y a effectivement un vrai doute aujourd'hui sur la probité de la CAF dans ses décisions. Oui, bien sûr. On va revenir sur le cas de Sebari. C'est un peu la cerise sur le gâteau du ridicule. Hein. Il avait écopé d'une amende pour avoir tenté de voler la serviette du gardien, aidé en cela par 4 ramasseurs de balles. On se souvient que le gardien remplaçant sénégalais était au sol pour essayer de préserver évidemment cette serviette où il y avait le nom des tireurs et où est-ce qu'ils allaient tirer. Évidemment, on parle de l'opprobre finalement que ça jette sur la CAF, ça jette véritablement un sentiment de culpabilité en coulisses finalement où on se demande bien qui tire les manettes. On sait que les Égyptiens sont très influents à la CAF, on sait que les Marocains depuis plusieurs années, alors il y a pas mal d'articles qui sortent sur Internet et sur plusieurs médias sur des relations qu'il y aurait entre Marocains. C'est un peu tôt pour en parler officiellement à l'antenne, Raphaël, mais c'est certain que ça jette une suspicion, ça ternit l'image du football marocain. À quoi va ressembler le prochain Sénégal-Maroc ? Je suis pressé de le savoir. Et à propos de football, toujours, les joueuses iraniennes regagnent leur pays, avec parmi elles celle qui avait un temps demandé l'asile en Australie avant de se rétracter, dont la capitaine, Zahra Gambari, ainsi qu'un membre de l'encadrement. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, lui salue leur retour dans un tweet, se réjouissant qu'elles aient, je cite, déçu les ennemis de la République islamique en résistant, plutôt, ce sont ces termes, à la tromperie et aux intimidations des éléments anti-Iran. Ziad Limam, on peut parier que le régime en fasse désormais une arme de propagande ?
Ah là, je sais, là aussi, qu'est-ce qui s'est passé, Dans la grande histoire de la guerre qui se déroule aujourd'hui en Iran, je ne suis pas sûr que ça soit un élément déterminant. Je comprends, je ne peux même pas me mettre à la place de ces femmes qui se retrouvent en Australie, qui sont tiraillées entre peut-être l'envie de partir et en même temps, si on part maintenant, c'est comme si on déserte le pays et puis peut-être qu'on aura des ennuis ou que notre famille, excusez-moi, aura des ennuis ou que les nôtres qui sont restés à Téhéran seront des ennuis. Donc bon... franchement, je ne sais pas. Je suis plus... excusez-moi, Raphaël, je suis plus intrigué par ce qui se passe réellement. Se passe en Iran. Bien sûr, on va l'évoquer dans un instant. Mais la pression du régime peut être très forte dans ce genre de cas. Et oui, seules 2 joueuses sont finalement restées sur le sol canadien. Florence Sella risque de voir des représailles. Enfin, c'est ça, tout le monde le comprend. Oui, c'était déjà ce qu'on sur leur entourage, au moment où ces Australiennes avaient décidé de rester. Vous l'avez dit, 7 membres, 6 joueuses et un membre de l'équipe. La question aussi, c'est pourquoi certaines d'entre elles ont-elles retiré leur droit d'asile. On parlait de ces pressions. On sait que l'Iran, on rappelle qu'elle n'avait pas chanté l'hymne iranien lors de la Coupe d'Asie. On sait que le régime iranien ne plaisante pas avec ses affaires, encore moins évidemment en temps de guerre. Et puis on a l'impression, pour celles qui restent, que c'est un peu la méthode Coué. J'ai lu son message, tout ira bien, comme si elle voulait se persuader que finalement que ce serait le cas. La propagande, c'est évidemment l'une des dernières armes, l'une des armes en tout cas à disposition du régime iranien. On va peut-être parler des funérailles d'Ali Larijani aujourd'hui, qui finalement pour le régime, c'est une manière de montrer qu'il est toujours debout, qu'il n'y a pas des hordes de manifestants qui demandent son départ dans les rues. La propagande, évidemment, c'est un élément important du régime iranien aujourd'hui. Et alors que vous venez de le dire, Florent, Israël poursuit son travail d'élimination des dirigeants iraniens après le chef des Bassidji ainsi qu'Ali Larijani, hier le chef du renseignement dont les funérailles avaient lieu aujourd'hui. C'est au tour du ministre du renseignement, Esmail Khatib, d'être tué. D'après vous, Ziad, jusqu'où l'appareil d'État iranien peut résister à ces décapitations successives? En tout cas, clairement, les Israéliens ne cherchent pas à préserver autant que possible les structures de l'État iranien aujourd'hui. Non, je pense que c'est là qu'on voit d'ailleurs les divergences, c'est beaucoup dire, mais les nuances assez fortes maintenant entre les États-Unis et Israël. Israël est dans une démarche d'affaiblissement très profond de l'Iran, de destruction de l'appareil militaire en tous les cas, de faire en sorte qu'on ne récupère pas les fameuses l'uranium enrichi, et de décapiter le système, comme le disait un grand quotidien du soir aujourd'hui, au risque du chaos. C'est-à-dire que le chaos devient une possibilité dans la guerre et que si l'Iran est durablement déstabilisé, fragilisé ou qu'une portion des gardiens prennent le pouvoir, tout ça n'est pas finalement très très important. Ce qui compte, c'est l'affaiblissement long et structurel et un peu à l'irakienne, si je pouvais me permettre une comparaison. Ce qui n'est pas forcément le cas des Américains, dont on ne sait plus très bien où ils sont, mais on le sait par les fuites, ce qui est d'ailleurs un signal que la machine n'est pas très, très cohérente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fuites qui sortent pour dire si on massacre tout le monde, avec qui on va parler. Et puis, il y a l'affaire d'Ormuz qui reste vraiment comme une épine dans le bras ou la joue de Donald Trump. Et puis, il y a aussi cette polémique qui enfle aux États-Unis dans les milieux MAGA, qui est que le président est manipulé par les Israéliens. Ouais. Et ce président qui devait nous isoler, qui devait faire que l'Amérique first, l'Amérique d'abord, il n'est pas costaud. Finalement, il est traîné sur le chemin de la guerre par Benjamin Netanyahu, qui est beaucoup plus malin que lui. Ça, je pense que c'est des choses qui perturbent profondément Donald Trump et qui le mettent dans un embarras furieux tel qu'il est lui. Oui, c'est effectivement très étonnant comme en l'espace de 2 semaines et demie, les États-Unis, qui semblaient extrêmement puissants au début de cette guerre lancée contre l'Iran avec l'assassinat immédiat de l'ayatollah Khamenei, aujourd'hui semblent dans une passe de faiblesse parce qu'il y a eu à la fois une première démission au sein de l'administration dans le complexe du renseignement. Joseph Kent.
Joseph Kent hier, et puis Tulsi Gabbard aujourd'hui, qui, lors d'une audition, lâche que pour elle, il n'y avait pas d'enrichissement, en tout cas de poursuite de l'activité par les Iraniens ou de menaces immédiates, comme l'avait dit Donald Trump. Il y a une autre déclaration qui est intéressante de Tulsi Gabbard aujourd'hui. Elle dit que le régime iranien est intact. Il est fragilisé, mais il est toujours intact. Donc on sent quand même les dissensions au sein de l'administration Trump. C'est le premier départ au sein de l'administration en raison finalement de cette guerre au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou, dans cette affaire, il a quand même un allié très conciliant. Donald Trump, il y est allé pourquoi ? Peut-être pour offrir la tête du guide suprême aux Américains. Mais après, c'est évidemment toute la question. Cette guerre qu'elle qualifie d'existentielle, l'Iran, ça fait au moins 20 ans qu'elle s'y prépare. Donald Trump, ce n'est pas une guerre existentielle. On le sait maintenant. Pour lui. Rétrospectivement, on s'en rend compte. Benjamin Netanyahou, on se souvient, il était ambassadeur onusien entre 1984 et 88. Il disait déjà que dans les 4 mois, l'Iran allait avoir la bombe atomique. L'Iran, ça fait 40 ans qu'il l'a dans le viseur. Donc, il y a aussi cette préparation israélienne. Et puis, on sent aussi, il y a eu cette information très importante aujourd'hui, c'est que l'armée n'a plus besoin désormais du feu vert direct de Benjamin Netanyahou pour cibler des hauts dirigeants iraniens. Ça veut dire quoi le message ? Carte blanche, feu à tout va. On sent cette supériorité militaire israélienne et on sent que la main israélienne n'a plus de retenue aujourd'hui. Plus de retenue, mais c'est valable. C'est-à-dire que c'est surtout le théâtre d'opération. Depuis octobre 2023, le Liban, la Syrie, l'Iran, les pays du Golfe de l'Alliance, perte et profit. Donc je pense qu'à un moment, ça va coincer avec des intérêts américains plus structurels et de plus long terme. Merci beaucoup Ziad Limam d'Afrique Magazine. Florent Renaud, on va justement en parler de cette riposte iranienne contre les pays du Golfe dans un instant, parce que ce qui est en train de se passer du côté du Qatar pourrait bien avoir des conséquences à une infrastructure gazière qui actuellement est en feu, et apparemment les dégâts seraient considérables. Le Qatar prend très au sérieux ce qui vient de se passer.